Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le podcast de l'atelier Centulia. Aujourd'hui, c'est un nouveau duo que je vous propose avec mon invité Romain Panchèvre que je suis vraiment ravie de recevoir. Bonjour Romain. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas? Tout à fait, j'ai 32 ans. Je vis en Mayenne, d'où je suis originaire. J'ai aussi beaucoup vécu en Bretagne, en Normandie, et j'ai passé quelques mois au Canada anglophone. Je partage ma vie avec ma compagne. J'ai un enfant qui va bientôt avoir 3 ans et j'en ai un autre en construction qui devrait arriver pour la fin d'année. Félicitations. Merci. Je travaille dans une grande usine locale, dans un service de performance industrielle. Et au cours de ma vie, j'ai déjà fait pas mal de professions différentes. J'ai notamment travaillé 6 années pour l'armée de l'air en tant que mécanicien. Et étant instable, j'ai été un peu à droite à gauche. Par exemple, aujourd'hui, je reprends aussi mes études. Je suis en alternance et je ne sais pas ce que je ferai plus tard. Je vogue selon les opportunités sur le marché. Et est-ce que tu peux nous présenter la face cachée que nous allons mettre en lumière aujourd'hui? Tout à fait. Donc, depuis que je suis petit, je suis passionné en général par l'histoire, les langues, et notamment la mythologie nordique. J'ai choisi, enfin, je me suis focalisé sur cette mythologie on peut dire par les aléas de la vie, par les différentes rencontres que j'ai pu faire ou les ouvrages qui me sont tombés entre les mains. Et c'est vraiment une passion, c'est quelque chose que je cultive depuis des années et des années. Il y a environ 5 ans, j'ai décidé d'entamer une traduction pour plusieurs raisons, notamment une recherche spirituelle, parce que celle qui existait en version francophone ne me convenait pas. Donc, je trouvais qu'il manquait quelque chose, comme de la fluidité, ou qu'il fallait renouveler pour s'adapter au public d'aujourd'hui. Alors justement, parmi les traductions que tu as déjà réalisées, tu t'es beaucoup focalisé sur l'Edda poétique, tu en as déjà traduit plusieurs. Est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui nous écoutent pourquoi le choix de ces œuvres-là? Pourquoi pas plutôt l'Edda de Snorri, par exemple, ou des sagas? Et pourquoi, tu as choisi parce que pour ceux qui te connaissent pas, tu es donc traducteur, pour la maison d'édition Sécheta Publications et jusqu'à présent, c'était des petits livres. Alors, ce qui est hyper pratique, d'ailleurs, je recommande vraiment aux personnes qui nous écoutent, c'est des petits livres qui reprennent Edda, poème par poème de l'Edda poétique. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent pourquoi le choix de ces œuvres-là en priorité? Eh bien, je dirais que la première œuvre que j'ai traduite est le poème Avamal, qui est un recueil de maximes, vraiment de petits textes courts, de conseils que j'ai trouvé intéressants, qui a percuté mon esprit parce que ce sont des choses qui peuvent être adaptées à notre époque, alors que c'est un texte qui a plusieurs milliers d'années. Et c'est la traduction, c'est par cette traduction que j'ai commencé, puisque vraiment, quand je voyais ce qui avait été fait sur ce poème, sur les traductions que j'avais déjà en main dans les livres que j'avais, ça me parlait et je trouvais qu'il y avait quelque chose à creuser dessus. Et j'ai commencé par travailler sur ce poème, vraiment pour moi-même, pour me faire un petit recueil personnel que je pourrais emporter partout, d'où le petit format du livre. Oui, Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, pour ceux à qui on parle chinois, en parlant de la VAMAL, je vous renvoie vers l'un des premiers podcasts de la chaîne, qui se consacre à la VAMAL justement et à la traduction de romain en plus. Je vous renvoie vers ce podcast-là où là, on vous explique de manière un peu plus approfondie et plus longue ce que c'est exactement que la VAMAL, et pourquoi il est intéressant de le lire. Je t'en prie Romain, pardon. tout à fait. Mais tu as raison de préciser, ce qui peut paraître logique pour nous ne l'est pas forcément pour tout le monde. Et c'est aussi un podcast pour présenter tout ce pan de l'histoire. Exactement. Donc j'ai commencé par Lavamal comme un petit recueil, et pour la petite histoire, avant qu'on me fasse rencontrer la maison d'édition Sécheta Publications, j'avais déjà publié une première version dans un format qui doit être encore 3 fois plus petit que celui qui existe aujourd'hui. C'est possible ça? Vraiment, c'est possible, ouais. Et Parce que il m'en reste pour ceux qui sont intéressés. Bon, c'est la première version, donc c'est vrai il y a quelques coquilles, des fautes qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Et c'était intéressant parce que c'était déjà le début d'une histoire
qui allait continuer plus tard avec la maison d'édition. Et quand ma compagne a vu ce que je faisais, elle m'a motivé pour que je prenne contact avec une maison d'édition et que j'aille plus loin. Ce que j'ai fait avec des amis, j'ai un peu recherché quelle maison d'édition pouvait correspondre le mieux avec mon thème, qui, on peut dire, est assez particulier, qui touche une petite communauté. Et c'est là où on m'a mis en contact avec Fred McCarthy de la maison d'édition C'est chez ta publication, qui tout de suite a accroché sur le texte, puisqu'il a une collection païenne qui met en avant ce genre d'ouvrage. Et comme il n'avait pas aucun poème de l'Edda poétique, c'était pour lui l'occasion de proposer ça à ses lecteurs. Et comme tu as commencé par la va mal, ça coulait de source pour toi de continuer par les poèmes mythologiques Tout à de fait. l'Edda poétique? Pour les personnes qui ne connaissent pas l'état poétique, je pense que la Vamal est vraiment le premier texte par lequel commencer, puisque c'est un des plus simples à lire, à comprendre, et les strophes s'adaptent tout à fait à notre époque. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est d'ailleurs le premier Avant, que je recommande en plus. ouais, tout à fait, quoi. C'est vraiment par celui-là qu'il faut commencer, puisque les autres poèmes sont tout aussi intéressants, mais si on n'avait pas de passion pour la mythologie nordique, ça va être plus difficile à accrocher, à comprendre. Voilà, je pense qu'il faut vraiment commencer par la Vamal. Et alors justement, par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer, tu m'as fait une super entrée en matière, merci beaucoup. Est-ce que tu peux expliquer les particularités de la langue en vieux norrois? Parce que c'est une langue qui est vraiment pas simple et qui n'est pas du tout facile à traduire. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? J'aime pas trop dire ça, mais c'est une langue qu'on dit morte. J'aime pas dire ça parce qu'en fait, on travaille encore avec cette langue, même si elle est probablement plus parlée. Peut-être qu'il y a une île dans l'Atlantique Nord où il y a encore des locuteurs, mais je ne pense pas. Et c'est quelque chose, donc c'est la principale difficulté, hein, c'est qu'on a plus de véritables locuteurs. Et il faut travailler avec de mon point de vue, avec des langues qui existent encore, comme l'islandais, voire le vieil islandais, qui là vraiment est très très proche du vieux norrois. Et le vieux norrois a pour particularité, si je ne prends qu'un exemple, parce qu'il y en a plein, d'avoir des lettres qui n'existent plus chez nous, à part dans la langue islandaise. Et à savoir qu'en plus, les prononciations ont forcément évolué avec le temps. Pour m'aider, j'utilise plusieurs dictionnaires de traduction français vieux-norrois, anglais vieux-norrois, puisque je maîtrise aussi l'anglais, ce qui me permet de me donner une plus grande ouverture sur un accès au dictionnaire. Et je travaille aussi avec des dictionnaires en français, vieil islandais, en fait tout ce qui peut se rapprocher le plus possible du vieux-norrois. Alors justement, je voulais que tu nous parles un petit peu tu as commencé là à en parler, des méthodes de traduction que tu utilises et puis aussi quelque chose qui est très important et moi, quelque chose qui, à titre personnel, m'a beaucoup plu dans tes ouvrages, c'est tes partis pris de traduction pour rendre la compréhension du texte la plus fluide et la plus parlante possible parce que c'est vrai que c'est une langue et un style de poésie aussi qui est très éloigné de ce qu'on a l'habitude de connaître nous en tant que francophones. Sans pour autant les dénaturer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Tout à fait. La méthode que j'utilise est la suivante. Dans un premier temps, je traduis des strophes au mot à mot. C'est vraiment la première étape. Et ce qui n'est pas toujours facile, puisque ce que je n'ai pas dit précédemment sur ta dernière question, c'est que dans le vieux norrois, enfin dans les poèmes qui sont réalisés en vieux norrois, il y a énormément de métaphores, de périphrases, de synonymes. Les synonymes qu'on appelle en vieux norrois eiti, ou les kenning, qui sont les métaphores. Un exemple, on va retrouver souvent dans les poèmes Château du ciel, qui est une métaphore pour les nuages. Et ces poèmes sont truffés de métaphores comme ça. Ce qui est très difficile pour nous, puisqu'il y a des milliers d'années qui nous séparent avec les personnes qui ont écrit, pas écrit, mais réalisé ces poèmes, puisque je pense qu'à la base, ils étaient partagés à l'oral, et qu'ils ont ensuite été mis sur papier par les chrétiens. Donc je disais que la première étape, c'est la traduction au mot à mot des strophes. Ensuite, je réalise ce que je vais appeler la restructuration syntaxique pour donner sens à cette première traduction. Et là, je vais m'inspirer des travaux énormes qu'ont réalisé Régis Boyer pour la traduction francophone et aussi Jackson Crawford pour la traduction en anglais américain, qui a fait un superbe travail. Et je vais recroiser tout ça avec d'autres sources que je peux trouver sur Internet. Déjà, que je trouve assez intéressant, parfois choquant, c'est de voir la différence qu'il y a dans les traductions entre les différents, par exemple, entre Régis Boyer et Jackson Crawford, il y a des strophes où ils donnent un sens complètement différent. Et c'est là où on part
dans beaucoup de subjectivité, ce qui n'est pas totalement déconnant dans le sens où certaines strophes sont incomplètes à cause des aléas du temps, parce qu'on n'a pas pu récupérer les textes en entier, parce que certains n'ont pas été écrits. Et c'est vrai que parfois, le traducteur doit partir dans la subjectivité et se raccrocher, on va dire, au fil de l'histoire pour essayer de trouver qu'est-ce qui fait le plus sens à la traduction. Ouais, ça, c'est presque, libre à l'appréciation de chacun, au final. Non, tout à fait. Et c'est pour ça que certains disent que c'est une sorte de trahison du texte, mais c'est aussi pour éviter de faire des trous dans le texte et de pouvoir avoir quelque chose de cohérent qui se rapproche le plus possible de la traduction originale. Mais je pense que dans tous les cas, il y en aura toujours et on ne retrouvera jamais dire la traduction exacte. Il ne peut d'ailleurs y avoir de traduction exacte puisque l'état poétique est truffé de métaphores, de synonymes et autres. Donc il faudrait, pour vraiment comprendre le texte dans son intégralité, il faudrait parler encore le vieux norrois. Et puis, il faudrait avoir les textes en entier, parce que quand tu as des trous et que c'était une tradition orale qui s'est perdue depuis des siècles et des siècles et que plus personne n'a en mémoire le poème originel, bah, personne ne peut se targuer, ou enfin s'enhardir de dire bah, moi, je sais ce qu'il y avait marqué. Bah, non, personne ne sait en fait. Donc, chacun il va de sa supposition, de ses études, de sa documentation pour se dire, comme tu disais, bah, là, il y a un trou, peut-être que ça pourrait correspondre ou ça pourrait correspondre. Tout à fait. Et sans compter le fait qu'il y a sûrement eu des incorporations, des incrémentations de textes d'influence chrétienne, ce qui fait sens puisque ces poèmes ont été mis sur papier par des prêtres chrétiens. Et il faut vraiment se rendre compte que sur des milliers d'années, il y a forcément eu des influences. Même à l'époque où c'était transmis par tradition orale, j'imagine qu'au fil des siècles, il y a eu forcément des expressions, des mots qui ont changé, qui se sont aussi adaptés à l'évolution de la langue, puisqu'aucune langue n'est statique, elles évoluent toutes. Oui, on connaît la fameuse expression du téléphone arabe, ben ça vaut dans toutes les dimensions, toutes les circonstances, et puis ça vaut par-delà les siècles. Ce qui est raconté du bouche à oreille en tradition orale, à partir du moment où c'est une histoire en plus, chacun la compte en rajoutant des petits détails qui, sur le moment, peut-être lui semblent très légers et ne rien changer au texte, mais au fur et à mesure, ça te transforme complètement un texte de son original. Tout à fait. Et d'autant plus que je pense, c'est mon avis personnel, que toutes les mythologies indo-européennes sont liées et ont une même source, viennent d'une même source. D'ailleurs, on retrouve souvent des similitudes entre les différentes mythologies. Je pense beaucoup à la mythologie hindoue, qui, qui a vraiment une grosse similitude avec la mythologie nordique. Et forcément, quand les différentes langues se sont créées, quand les peuples sont partis, se sont disséminés dans le monde, il y a eu des évolutions dans les langues. Les langues ont bougé, il y a eu des nouveaux dialectes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis pas étonné de voir une évolution dans les textes. Et est-ce que tu peux, présenter ton dernier ouvrage aux auditeurs? Leur expliquer, il est sorti il y a quelques mois, c'est une pépite absolue. Est-ce que tu peux nous en parler? Merci beaucoup pour cette entrée en matière. Je t'en prie. Donc, Sleda Poétique a été finalisé l'année dernière, il y a presque une année. Donc, il est sorti en janvier, après quelques soucis, il y a eu beaucoup de pénurie de papier qui a dû retarder la sortie de cet ouvrage. Et pour le réaliser, j'ai compilé, j'ai repris tous les premiers poèmes que j'avais déjà faits depuis 2019-2020. Donc, à savoir, j'en avais traduit déjà 8 ou 9 de mémoire. Et il m'en restait, j'en ai retraduit 10 autres pour vraiment réaliser la compilation complète de l'Edda poétique. Et je me suis lancé sur ce travail parce que c'était une demande de beaucoup de personnes ou même d'amis qui me disaient, au lieu d'avoir les textes un par un, ce serait bien d'avoir directement la compilation qui tiendrait sur un même ouvrage. J'étais pas contre cette idée, c'était plus une question de temps parce que ça représente un travail énorme. D'une part, sur un seul poème, je sais même pas combien d'heures je passe. Quand je m'y lance, c'est plusieurs heures par jour et pendant des semaines et des semaines. Donc, il y a aussi des pauses où des fois pendant une semaine, je vais pas travailler dessus parce que j'ai d'autres projets, mais je compte clairement pas mes heures.
Ah oui, ça, je veux bien te croire, notamment hein. des heures de relecture, de relecture. Et même après la 50e relecture, on retrouve des choses à redire. Et pour cela aussi, je demande à des amis de relire mes textes, notamment pour dénicher des coquilles que je n'aurais pas vues. Ah oui, parce qu'au bout de la 50e relecture, on le sait, on louche Ouais, tous. c'est ça, on a un peu de une sorte de strabisme. Oui, c'est ça, tu as le nez dans ton truc et au Ouais, bout d'un moment, tu vois plus rien parce que tu l'as tellement lu, relu, relu. C'est bien d'avoir un regard extérieur. ouais, non, mais tout à fait, quoi. Ça me permet de pointer des choses qu'on n'a pas forcément. Et donc l'année dernière, j'ai travaillé sur les derniers textes pour réaliser cette compilation de 18 poèmes qui forment tout le corpus connu comme l'État poétique. Voilà. Donc après, je pense que certains auraient à redire qu'il n'y a pas 18 mais 19 poèmes, ou Oui, plutôt ça, oui, 17 mais parce que voilà. certains ont fusionné, certains ont été divisés. Bon, bah ça, Alors c'est ceux moi qui qui ai suivent, décidé. alors ceux qui Oui. suivent la chaîne, ils m'entendent souvent le dire. Je pense que je dois le dire à tous les podcasts, ou presque, je pense, que en mythologie germano-scandinave, les historiens, archéologues, runologues, j'en passais des meilleurs, philologues et compagnie de tous bords, se crêpent le chignon assez régulièrement et sont pas du tout d'accord. Et là, on intervient encore une fois dans ce sujet-là. Bah là, voilà, pour, dans les poèmes de l'Éda poétique du Codex Regius, pour certains, il y en a 18, pour d'autres, il y en a 19, et tout le monde n'est pas d'accord. Voilà, encore une fois. Mais en même temps, il faut des sujets pour s'occuper, pour parler. Bah là, en termes de mythologie C'est bien. nordique, côté sujet, polémique et débat, je pense qu'il y a Et vraiment de quoi critique. faire. Ouais, non, mais tout à fait. Et Donc alors, ça, après, ça a été un choix personnel de oui, couper les textes ou pas. Il n'y a bah pas oui, d'idée après, tu as sous-jacente tes... derrière, c'est aussi un côté pratique. Et d'une part, le but de cet état poétique, c'est une première entrée en matière, c'est une compréhension. Oui, puis c'est un parti pris, hein. Toi, en tant qu'auteur-traducteur, voilà, tu fais tes propres choix aussi, qui te paraissent les meilleurs, et c'est très bien comme ça. Tout à fait, quoi. Mais Et à- maintenant, je suis très ouvert aussi aux critiques et je dirais que c'est ce qui me permet de me faire avancer aussi dans mon travail. C'est ce qui m'a permis de revoir les premiers textes traduits. Par exemple, Havamal a été corrigé déjà 3 fois. Donc c'est aussi constructif. ouais, bien sûr. Et alors, dis-moi, tes projets, pardon, j'ai eu un bug. Tes projets, alors moi, il y en a un que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je t'en ai déjà parlé. C'est j'aimerais tellement que tu traduises les dates de Snorri. Et est-ce qu'il est prévu, par exemple, que tu t'attelles aux poèmes épiques, puisque là, tu as fait les poèmes mythologiques ou pas? Est-ce qu'il y a des projets? Et si oui, est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors mon prochain projet, c'est l'Edda de Snorri, comme tu l'as dit. Oui, oui. Et initialement, j'aurais voulu clôturer ça en 2022. J'ai pas non plus envie de m'avancer parce que j'ai plein d'autres choses à faire. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je viens d'emménager, j'ai beaucoup de rénovations, j'ai aussi des enfants et c'est vrai que ce travail me prend beaucoup de temps. Et j'ai pas envie de faire quelque chose de bâclé à la va-vite. Ouais, bien sûr. J'ai vraiment envie de travailler. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai envie de faire ça maintenant dans ma lancée aussi. J'espère pouvoir au moins bien avancer avant la fin de l'année. Bon, de toute façon, tu seras la première avisée dès qu'il y aura Ah des ah, avancées. oui. Mais en tout cas, c'est prévu, hein. C'est Et alors, est-ce prévu que tu de. vas nous traduire la papale? Parce que j'ai eu plusieurs fois, alors ça c'est dans le cadre de mon artisanat, mais j'ai eu plusieurs fois la question de personnes qui me demandaient si je savais si on avait une traduction française. À ma connaissance, non. Donc, je t'avais posé la question il y a quelques mois et tu m'avais dit que ben, non plus. Est-ce que tu envisages de traduire cette dernière partie-là qu'on ne trouve pas en français de l'Edda de Snorri? Eh bien, pour être honnête, parce que j'ai déjà commencé un travail, là, j'ai fait un plan d'action pour la traduction des Dead Story et j'avais mis entre parenthèses la tata. Je me posais la question. Peut-être qu'il faudrait faire un sondage pour savoir si c'est quelque chose de pertinent, si, comme tu le dis, les gens recherchent ces traductions. Pourquoi pas, hein, de toute façon, ça fait partie de l'Edda de Snorri. Quelque part, ce serait logique.
Eh bah, écoute, l'appel est lancé, hein. On fait un petit sondage donc à nos auditeurs, si vous avez envie de voir cette, je sais plus, c'est la troisième partie de texte, je crois, de Ouais, tout l'Edagus à fait. Mobile. Si vous Si voulez légal voir cette, prologue, Lady Fagini, puis ouais. ouais, Scalscaparnal et Atata. Ouais, c'est ça. Donc, si vous voulez voir cette partie-là traduite, donc qui n'existe pas en français, on le rappelle, bah, vous nous le dites, vous commentez, vous nous envoyez un petit MP sur les réseaux sociaux et vous nous dites. Comme ça, Mm. bah, ça permet Vous de, envoyez au une moins de voir réclamation à la maison d'édition Sécheta Publication. à l'adresse de Fred C'est McCarthy. ça, qui me mettra un coup de pression et peut-être que ça me motivera à réaliser ça plus tôt que prévu. Comment se rendre populaire auprès de Fred? Bon, bah, Bah, en écoute, même ouais. temps, il faut aussi lui renvoyer la balle parce que sans lui et sa maison d'édition, il n'aurait rien de tout ça, quoi. Oui, clairement, clairement. Ouais, Ouais, le boulot de C'est chez ta publication et de ses auteurs est fabuleux. Moi, j'adore cette maison d'édition. ouais, tout à fait. D'ailleurs, on pourrait faire une petite parenthèse puisqu'il y a une petite polémique sur le prix des ouvrages, notamment le dernier, Ah bon? J'ai pas qui vu a ça. 52 ou 55 euros. Et bon, pour certaines personnes, c'est un budget, certes, mais c'est justifié par le fait que ces petites maisons d'édition qui ne produisent pas des dizaines de milliers d'ouvrages et qui, du coup, ne peut pas baisser ses marges. Et c'est la raison pour laquelle on va retrouver des ouvrages qui sont plus chers que d'autres, que des ouvrages qu'on trouverait chez des plus grands libraires. Oui, sans compter qu'il faut vraiment, alors là, du coup, j'en appelle à la tolérance et à la compréhension des personnes qui nous écoutent. Il faut aussi comprendre que si tout augmente dans nos vies à titre personnel, c'est la même chose pour les maisons d'édition. Donc, on le voit tous, le prix de l'électricité n'arrête pas d'augmenter, le gaz augmente, l'essence, on n'en parle même pas, c'est monstrueux. Mm. Et tout ça, ben, les maisons d'édition, ben, elles utilisent de l'électricité, peut-être du gaz, elles ont besoin d'essence pour aller à droite à gauche chez les imprimeurs, vérifier les BAT, sans compter le prix du papier. Le prix du papier, alors Mm. ça, les gens lambda ne le savent pas, mais moi, en tant qu'artisan relieur, ben, du coup, je suis clairement impacté aussi. Le papier a augmenté. Outre la pénurie qui a provoqué cette augmentation, le papier a augmenté et il va encore augmenter. Moi, j'ai à titre personnel plusieurs de mes fournisseurs de papier que j'utilise dans les livres que je relis quand ce sont des livres vierges, qui m'ont prévenu, attention, il va y avoir une pénurie pour les papiers spéciaux de tel style et de tel style. Donc, si tu en veux, commande maintenant. Et attention, on te prévient, le papier va encore augmenter, on ne sait pas de combien, mais ça va encore augmenter. Donc, il y a aussi toutes ces charges-là qui ne cessent d'augmenter et que les éditeurs doivent bien intégrer dans leur prix. Et quand ce sont effectivement des petites maisons d'édition françaises, bah ouais, l'ouvrage est un peu plus cher, mais vous soutenez vraiment, c'est comme si vous souteniez le petit maraîcher local, soutenir une petite maison d'édition française. Donc oui, c'est un peu plus cher, ça va vous demander 2 mois d'économie ou 3 mois d'économie plutôt que de l'acheter tout de suite, mais vous allez faire travailler des plus petites maisons d'édition et vous allez permettre aussi à des auteurs de gagner un peu plus d'argent sur un travail qui leur a demandé des centaines, voire des milliers d'heures. Et j'imagine que les incendies de forêt ne vont pas arranger ça. Non, clairement pas, non. Parce Mm. que alors du coup étant étant directement impactée, là j'ai eu quelques infos là-dessus, mais les cendres peuvent a priori être récupérées pour faire certaines choses, les souches brûlées et les cendres, mais pas du papier. D'accord. Donc oui, effectivement, là, les hectares et les hectares de pins brûlés, Mm. bah, c'est sûr que là aussi, ça va pas aider, quoi. Même s'il y a aussi beaucoup d'importations pour la pâte à papier. Mais en tout cas, je suis vraiment conscient que c'est un budget, un investissement. Mais aujourd'hui, personne ne se fait vraiment de l'argent dessus, puisque, comme tu le disais, il faut diviser ce prix avec toutes les parties prenantes qui entrent dans la fabrication de l'ouvrage, que ce soit l'imprimeur, le transporteur, l'État aussi, qui prend sa part dessus, Oui, bien sûr. l'éditeur, l'écrivain. Mais je pense que c'est une chance d'avoir des petites maisons d'édition comme ça et que quand on le peut, il faut les supporter. Oui, tout à fait, parce Parce qu'au que final, sans ce genre de maison d'édition, on ne pourrait pas sortir des ouvrages comme ça. Je pense oui, que ce c'est serait ça. très difficile d'aller voir des plus grosses maisons parce que il n'y aurait pas un intérêt financier pour des plus grandes maisons à sortir ce genre d'ouvrage puisque le public ne serait pas assez important.
Oui, oui, Mm. c'est vraiment des sujets de niche et les petites maisons d'édition comme Sécheta, c'est à considérer de la même manière que les petits artisans. Vous avez envie de promouvoir un artisan, mais c'est plus cher parce que c'est du travail artisanal, qu'il y a des matières premières de qualité, et cetera, que c'est un artisan qui travaille tout seul et qui a des charges. Bah, vous allez mettre un peu de côté, vous allez faire un effort parce que vous avez envie de faire travailler ce petit artisan-là. Bah, la maison d'édition, les petites maisons d'édition françaises comme Sécheta, ou comme les éditions du Monolithe aussi, qui sont dans un style différent, c'est la même chose en fait. Soutenir, acheter des livres chez ces maisons d'édition-là, c'est comme si vous souteniez le petit artisan du coin pour lui permettre de continuer à vivre. Tout à fait. Bon, bah écoute, en tout cas, Romain, merci infiniment d'avoir pris le temps de me répondre. C'était vraiment passionnant. Je suis hyper impatiente d'avoir ton Eda de story entre les mains. J'imagine. Non, tu peux pas imaginer. Non, non, je suis vraiment ravie que tu sois attelée à ce projet-là. Et puis donc, on rappelle hein, que pour ceux qui ont envie de voir la Tatale traduit, je ne sais pas si je prononce correctement d'ailleurs, enfin bon, vous aurez compris, je pense. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou à envoyer un petit MP et puis je transmettrai à Romain. Oui, et j'ai envie de rajouter quelque chose, Oui, rajoute. puisque tout à l'heure tu me parlais de projet, il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur, que j'ai hâte d'entamer, c'est de réaliser un ouvrage sur ma compréhension de tous ces poèmes qui peuvent paraître étranges pour tout un chacun, puisque je remarque que les personnes qui lisent ces poèmes le prennent souvent au premier degré. Or, comme tu t'en doutes, tous ces personnages qui sortent des poèmes ne sont pas du Marvel, quoi. Ah oui, non, Et ça. c'est mon point de vue personnel, mais je pense que vraiment tous ces textes sont truffés de codes, comme je disais tout à l'heure, de métaphores, de périphrases. Et j'aimerais commencer à travailler là-dessus pour donner mes points de vue. Et à ce titre, j'ai eu la chance de pouvoir dialoguer, discuter avec des Islandais, certains qui travaillent dans des universités en Islande et qui recherchent, qui font du travail d'exégèse sur les textes de l'EDA qui sont vraiment intéressants. Et ce serait un projet de pouvoir proposer ça aux francophones dans un ouvrage, de donner mes idées. Alors c'est très personnel, c'est très subjectif, mais ça peut donner des pistes. Et ce qui serait intéressant, c'est que derrière, certains les reprennent pour aller encore plus loin, plus loin, plus loin. Parce que je pense qu'il y a différents niveaux de lecture sur les textes. Ah Et ouais, ça va être très intéressant. je vais donner un exemple parmi des centaines d'autres que j'ai déjà notés. Je pense que Odin est une métaphore pour la conscience humaine, quoi. Et si vous remplacez ça dans le texte, lorsque vous lisez Odin, vous le remplacez par conscience, ça va vous emmener à vraiment un autre niveau de lecture très intéressant. Par exemple, vis-à-vis de ça, Thor est souvent mis en avant, quoi. Que ce soit dans les Marvel ou dans les textes. Je pense que c'est un des dieux, un des personnages les plus connus. Et qui est Thor? C'est le fils d'Odin et de Jörd, donc qui est la métaphore de la terre, de la matière, du matériel, quoi. Et donc pour un mystique, on pourrait se dire que Odin, la conscience, s'incarne dans la matière pour donner Thor, qui est, qui est le surhumain, la représentation parfaite de l'homme, ce qui donne vraiment des idées intéressantes et je pense vraiment que tous les poèmes peuvent se travailler comme ça, en recherchant quel est le message caché derrière. C'est hyper intéressant. Je t'avoue que, Mm. alors, j'ai jamais envisagé les choses sous cet angle, mais je trouve que c'est très intéressant. C'est une façon de voir les choses qui est très intéressante. Je vais te poser une petite question personnelle. Je ne te sens pas du tout obligé de répondre, mais je voulais savoir si tu pratiques l'ancienne religion païenne, si tu es croyant ou si c'est simplement, sans que ce soit péjoratif, de l'intérêt. Je dirais que c'est aucune des propositions, c'est un peu tout. Comme je l'ai dit au début, pour réaliser ce travail, il y a une recherche spirituelle. C'est ce qui me donne ma motivation et ma passion. Autrement, je n'y arriverais pas parce que c'est des centaines d'heures passées dessus, quoi. Et Hmm. je peux pas dire que je pratique la religion nordique ou quoi que ce soit parce que je pense qu'elle a été, on va dire, perdue, même si certains essayent de la reconstituer. Nous ne sommes plus à la même époque. Donc j'ai vu des choses se faire, mais je trouve que c'est pas, ne me convient pas. Je trouve pas ça sérieux. Encore une fois, c'est un point de vue personnel. Chacun fait comme il veut, croit ce qu'il veut, quoi.
Mais j'essaye de croiser ce que je trouve dans les mythologies nordiques avec d'autres mythologies ou courants spirituels pour vraiment en trouver la vérité ou les vérités. Ouais, tu te Pour me positionnes faire plus comme avancer un sur... chercheur presque, finalement. Ouais, c'est ça, mais Mmh. un chercheur avec quand même une vision spirituelle, avec beaucoup de respect. Je suis pas non plus un type d'universitaire qui veut juste traduire et comprendre comment ça marche et dire voilà, à l'époque ils ont fait comme ci, comme ça, un peu en les prenant de haut. Je pense qu'au contraire, les personnes qui ont élaboré ça sont des gens extraordinaires qui ont réussi à cacher des messages. Et d'ailleurs, le fait que ces textes sont aujourd'hui repris par des Marvel ou comme des histoires extraordinaires, c'est ce qui a permis de les sauver, puisque une théorie est de dire que les chrétiens les ont réécrits pour se moquer des païens, et ce qui en fait a permis de sauver les textes et probablement les messages codés à l'intérieur. Oui, c'est vrai on doit du très bon et du très mauvais aux fictions, que ce soit les Marvel ou Vikings aussi, la série qui est sortie sur Netflix, dont nous ne faisons absolument pas la pub et que nous n'avons bien évidemment pas cité. Ça a apporté du très bon parce que ça a relancé un intérêt certain pour les anciens textes, pour les Eddas, pour les sagas, alors un peu trop pour la période viking, mais bon, ça a quand même relancé un intérêt pour ces anciennes traditions germano-scandinaves. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'il n'y a pas que du bon dans la mesure où il y a quand même beaucoup de conneries et beaucoup de fantasmes. Et que Tout moi, à fait. je me bats encore aujourd'hui pour faire de la pédagogie auprès des gens qui sont bouffis de Marvel et qui pensent que Thor et Loki sont sont frères, quoi. Mais Et que non. demain, il va surgir entre deux nuages avec son marteau en faisant des éclairs de partout. Ah bah ça encore, c'est encore une fois à l'appréciation de la spiritualité de chacun. Il y en a qui, dans chaque éclair, voient tort. Bon, bah ça, c'est chacun qui vit la chose comme il le souhaite. Mais après, il y a aussi un contexte mythologique, comme Viking, qui nous a fait un grand gloubi-boulga de tout et n'importe quoi en termes d'histoire, et qui ont tout mélangé. Bah, les Marvel, c'est pareil. Donc, ça a apporté des bonnes choses parce que ça a lancé un regain d'intérêt pour ces peuples-là, pour ces mythologies-là, cette cosmogonie-là, et nous, on ne peut que s'en féliciter. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, il y a beaucoup de rattrapage à faire après. Et ce qui est intéressant, c'est, tu vois, toutes les images qui sont liées. Tu parles de Thor, tu parles d'éclairs. Et comme je disais tout à l'heure, on imagine Thor dont le père est la conscience en haut dans le ciel et qui, par la mer, descend sur Terre avec l'éclair. Et qui, souvent d'ailleurs, Thor est associé à de l'énergie, à beaucoup d'énergie, à l'électricité, quoi, même. Oui. C'est comme ça que je vois les choses, si Écoute, tu vois ce que je veux dire. oui, tout à fait. Et je trouve que ce projet est vraiment passionnant et j'attends sa publication avec beaucoup Mm. d'intérêt. Et ce sera un projet, bien sûr, très subjectif. Oui, bien sûr. Mais Après, je pense, c'est ton analyse, mais c'est ça, ça reste c'est hyper mon analyse. intéressant. Mm. C'est hyper Que intéressant. je recroise parce que j'étudie beaucoup d'autres domaines, que ce soit dans les sciences ou dans d'autres courants spirituels. Et au bout d'un moment, tu te rends compte qu'elles mènent tous au même endroit. Tu vois, elles permettent tous de te construire une morale, d'aller rechercher des vérités, d'aller savoir ce qu'il y a après la mort ou même avant. Et je pense que ce sont différents chemins qui mènent toujours au même endroit et c'est pour ça que tu vas retrouver des similitudes. Alors, je dis pas qu'il faut faire du syncrétisme, j'aime pas trop ça non plus. Quand tu commences à tout mélanger, ça devient, ça devient du n'importe quoi. Mais tu peux recroiser beaucoup de textes, plus que tu ne le penses. Bah, écoute, Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, pour moi moi, en tout cas. Mm. j'attends ça avec beaucoup d'impatience. Je pense que ça sera vraiment très instructif, ou le mot compliqué, et très intéressant à lire. Qu'on partage le point de vue ou pas, quoi qu'il en soit, ça apporte de l'eau au moulin et ça ouvre le champ des possibles sur d'autres configurations, d'autres analyses. Et bah, de toute façon, quand on s'intéresse à cette mythologie-là, enfin, il y a d'autres aussi, mais en l'occurrence, on parle de celle-ci, on le voit quand tu lis Boyer, quand tu lis Dumézil, quand tu lis Dillman, ils n'ont pas forcément du tout, d'ailleurs, du tout pour une partie des écrits de Dumézil et Boyer, ils ne voient pas du tout les choses de la même manière, ils n'ont pas la même façon d'analyser les textes. Et du coup, bah, tu vas rajouter de l'eau à ton moulin, à ton niveau et avec ta propre vision des choses. Et je trouve ça très intéressant. Mm. Et c'est un travail collectif aussi, puisque Complètement. ce genre d'ouvrage doit amener à des critiques qui permettent aussi de faire monter et d'aller plus loin. C'est ça qui est intéressant. Bon, bah écoute, on va suivre ça d'un œil attentif alors, hein. Et pour répondre à ta question,
tout ce travail de traduction me permet de construire ma morale avec tout ce que je peux puiser dans les textes en tant que conseil, en tant que tu vois, métaphore sur les choses de la vie, que ce soit les grands événements ou ceux du quotidien. Ouais. Et j'y vois, ça me permet en fait de me construire une grille de lecture pour comprendre tout ce qui m'entoure, mon environnement aussi, quoi. Voilà. Eh ben, écoute, merci infiniment Romain de t'être bloqué, pendant, 1 heure pour répondre à mes questions, c'est adorable et puis on attend donc les dates de Snorri, on espère pour 2022 ou sinon 2023 et puis donc ce projet dont tu viens de nous parler qui est vraiment très intéressant. Merci infiniment et à Merci à très vite toi. Romain. À bientôt, Julia. À bientôt.